Bonsoir chers abonnés de Malik Konafoni TV, toujours dans l'optique de vous donner des informations claires et nettes. Aujourd'hui, nous avons tenu à venir à raconter Monsieur le Président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur afin qu'il vous édifie de ses œuvres réalisées au cours de son mandat. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Pouvez-vous vous présenter au public? Vous avez vu ici là, président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Et en tout cas, depuis 2009. Donc je boucle mon deuxième mandat, voilà, en remerciant encore une fois plus les compatriotes qui m'ont fait confiance pour me donner un mandat et renouveler. Et aujourd'hui, donc le bail est fini. Ok, monsieur Habib, notre première question, vu que votre mandat touche à sa fin, quelles sont vos œuvres réalisées au cours de votre mandat? Alors ce passage, j'avais voulu quand même le réserver vraiment aux autres qui peuvent vraiment vous dire ce que je fais. Sinon, bon, si vous me demandez, peut-être je pourrais énumérer, en tout cas, peut-être un, deux passages. Mais comme ils sont en train de réaliser tout ce qu'on a pu faire au nom de ce mandat, donc voilà, donc vous savez, le Haut Conseil de Maliens de l'extérieur regroupe quand même près de 6 millions de Maliens, mais en tout cas près de 77 pays qui sont dans l'animation, en tout cas de nos structures. Donc c'est eux qui représentent les Maliens au niveau des CBME, ce que nous appelons CBME, c'est le Conseil des bases des Maliens de l'extérieur. Donc dans chaque pays membre, il y a un bureau de CBME, donc ce qui fait les 77 en général. Donc vraiment, moi j'avais un mandat de tout faire d'abord pour l'unité des Maliens, essayer de défendre leurs intérêts, parce que nous sommes le point focal, en tout cas entre les autorités, notre ministère en tout cas d'une part, et en tout cas dans le sens large, en tout cas toutes les autorités de notre pays. Alors, essayer de défendre nos intérêts, et surtout vraiment inciter les Maliens à ce que vraiment, bien sûr, ils participent au développement économique, social, même culturel des pays dans lesquels ils sont établis, mais surtout aussi, surtout pour le Mali aussi, hein, parce que vous savez, chaque pays compte sur ses enfants, et surtout que depuis en tout cas ce mandat, notre pays n'arrête vraiment de traverser des zones de turbulence dont nous tous nous savons. Donc je pense que vraiment, au niveau de l'unité, c'était vraiment un succès, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, les Maliens s'entendent dans le base. Et surtout, au niveau aussi de défendre leurs intérêts auprès d'autres autorités par rapport à l'obtention des documents administratifs, qui fait des vrais Maliens de l'extérieur, parce qu'il faut être dans chaque pays qui t'a accepté, il faut quand même respecter les lois et les règlements de ces pays, ce qui commence par se mettre en règle vis-à-vis donc de ces lois et de ces... Alors maintenant, les documents malheureusement maliens qui devaient les permettre à combler, en tout cas à faire face à cette situation, malheureusement ont posé beaucoup de problèmes durant presque tout mon mandat, cette fois-ci. C'est-à-dire les cartes NINA, l'obtention de nos passeports, en tout cas nos documents administratifs en général posent problème. Nous n'avons cessé de rencontrer les différentes, en tout cas, personnalités, les différents services, les différents départements, en tout cas concernés par ce fait-là. Voilà. Mais ce n'est pas facile, parce que jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à sortir d'histoire de carte NINA. Là, je m'en veux un peu, parce que ce n'est pas faute de ne pas essayer, avec en tout cas tous les différents gouvernements qui se sont succédés. Et nous les remercions de nous avoir à chaque fois quand même reçus et écoutés. Mais malheureusement, je pense qu'aller au bout de cette crise a posé beaucoup de problèmes, parce que malgré toutes les promesses, les engagements pris, ils ne sont pas arrivés vraiment à respecter nos demandes. Et aujourd'hui, le problème reste entier, et vraiment nos compatriotes souffrent beaucoup par rapport à cette question. Donc nous disons qu'avec l'espoir de l'arrivée de la transition, aussi nous les avons rencontrés, parce que je sais que c'est pour être un peu bref. Donc vraiment,
ils ont fait des propositions qui, ma foi, sont vraiment pleines d'espoir, c'est-à-dire parce que la question est récurrente. Aujourd'hui, il y a une solution en vue, c'est-à-dire nous avons réfléchi que pour trouver une solution définitive à cette crise, il faudrait peut-être créer une loi dérogatoire qui va permettre surtout à régulariser parce que ça c'est deux problèmes, il y a des documents, d'autres ont obtenu, mais il y a des erreurs qu'on n'arrive pas à corriger. D'autres, faute des moyens humains et matériels, n'ont pas pu vraiment se faire ravequer, en tout cas de faire leur avec, parce que tout passe par là. Donc moi je pense que vraiment les compatriotes doivent comprendre, ils nous ont vu à travers vous, à travers les médias, ils ont vu les audiences qu'on a obtenues auprès de différents, en tout cas, départements concernés par la question. Et à chaque fois, l'espoir est là, mais nous ne sommes pas encore arrivés au bout du tunnel définitivement. Parce que mon souhait était, avant de terminer le mandat, c'est que même nos passeports soient délivrés, en tout cas dans les services qui représentent l'État du Mali, c'est-à-dire, je cite en l'occurrence les ambassades et les consulats comme les autres pays, alors qui permettent aux Maliens d'avoir leurs documents vraiment partout. Ces représentations, en tout cas, comment dirais-je, existent. Donc ça, j'ai plutôt parlé peut-être de mon échec, même pas de ma réussite, parce que ça, c'était une question très fondamentale pour moi, puisque nous sommes là pour cela, accompagnés par le personnel de la permanence, qui n'a jamais dormi dans son oreiller par rapport à la question. Et moi-même, pour une fois, j'ai été très régulier au Mali. Et puis bon, vous connaissez aussi l'année 2020-2021 est une année très spéciale qui a tout gêné, c'est-à-dire Covid, cette pandémie qui s'est invitée dans nos différents foyers, dans tous nos pays, résidences comme notre pays d'origine, nous a posé aussi beaucoup de problèmes. Donc c'est pourquoi je pense que je vous parlerai de ce que je n'ai pas pu faire, par exemple, mais pas de ma faute, mais parce que c'est lié aux autres. Mais le reste, je pense que je réserve aux compatriotes de dire qu'est-ce que j'ai fait. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire seulement, mon passage au Haut Conseil me réconforte parce que les traces sont là, sont restées, resteront dans les annales en tout cas, puisque nous sommes arrivés, il n'y avait pas, on n'était pas reconnu d'utilité publique, chose qu'on a pu se battre pour que cette question se règle, et elle s'est réglée. Et après, essayer un peu de pousser pour que nous émergeons un peu dans le budget de l'État, conformément à toutes les associations reconnues d'utilité publique, mais insignifiant, mais quand même, déjà, nous y sommes. Et essayer de maintenir, faire en sorte que vraiment nous maintenons dans les institutions, et surtout où on était Conseil économique social et au Conseil de collectivité. Aujourd'hui, nous sommes dans le CNT. On avait beaucoup souhaité être là-dedans par les voies les plus autoritaires, c'est-à-dire en passant par les élections. Bon, malheureusement, la situation exceptionnelle du pays a fait que nous sommes rentrés par là où nous sommes rentrés. Donc, ça fait partie de la situation du pays. Donc, voilà un peu. Je pense que c'est des questions. Et aujourd'hui, vous parlez avec moi dans un siège, alors que Dieu seul sait, lorsque nous prenons les commandes, nous étions dans un endroit que je ne peux même pas qualifier. En tout cas, je ne souhaiterais même pas que mes ports soient là-dedans. Donc, vraiment, nous avons pu obtenir ces sièges dignes. Remercions les autorités politiques, mais aussi l'argent du contribuable, c'est-à-dire le contribuable malien. Donc c'est un siège, voilà, vous le voyez, sa dimension, et la contribution, c'est-à-dire à recevoir nos compatriotes expulsés ou revenus volontairement dans notre pays, avant en tout cas d'aller dans leurs différents foyers, passer par là et être vérifier leur état, comment ils sont venus, ce qui est extrêmement important. Et puis pendant 3 jours avec les relations qui sont entre notre pays et l'OIM. Donc, ils ont une somme quand même modeste pour les permettre d'arriver, 58 000 chacun. Et depuis que nous sommes là, je crois que ce bâtiment a vu passer près de 13 000 à 14 000 Maliens. Donc, c'est vous dire que tout ça, c'est sous notre hargne, donc qu'on a pu obtenir ces différents avantages. Nous remercions en tout cas les autorités du pays qui nous ont accompagnés pour obtenir en tout cas tous ces résultats-là. Mais beaucoup reste à faire. Mais en tout cas, ça, entre autres, nous pouvons citer ça lors de nos passages. Donc il n'y en aura pas 2 comme ça. Bon, mais ça, c'est déjà là, alors qu'on a existé 19 ans avant nous.
Mais malheureusement, tout ça n'a pas pu se faire. Et je crois que la correction a été apportée. Et nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus, nous ont aidés à concrétiser cela. Voilà. Monsieur le Président, aujourd'hui c'est le dernier jour des dépôts des dossiers. Qu'avez-vous à dire à vos mandats pour le renouvellement de votre mandat? Je vais vous dire qu'on a prolongé. On a prolongé la date de dépôt pour permettre à tous ceux qui veulent vraiment compétir d'y arriver. Parce que je sais que vous allez peut-être revenir, il y a une question récurrente qui risque de peut-être de poser problème pour ceux qui ne voulaient même pas compétir, n'est-ce pas, essayer peut-être de titiller, alors qu'il ne s'agit que de respecter nos statuts. Bon, moi, vous savez, je suis président, mais nos statuts, en tout cas, règlement ne me permettent pas de prendre toutes les décisions que je veux. Je suis très limité, en dehors peut-être du personnel de la permanence. Le reste, vraiment, tout est verrouillé. C'est pourquoi, lorsque en 2019, nous avons, lors de notre CA, notre conseil d'administration, on a immédiatement appelé une conférence extraordinaire pour toiletter un peu nos textes, parce qu'on était presque à plus de mi-mandat, et on avait vu quelques manquements qu'il fallait corriger. Donc, le quorum était largement atteint. La question donc, a été posée par rapport aux candidats. Donc, c'est pourquoi je sais que vous allez toucher cet article 10 de notre statut qui pose un petit problème, qui risque, je dis bien qui risque, voilà, pour les gens qui ne veulent pas compétir, mais de mauvaise foi, de titiller, alors que ça n'arrange personne. Vous savez, toute loi est contraignante. C'est-à-dire c'est bon pour ceux qui se conforment, et puis c'est mauvais pour... Donc c'est un couteau à double tranchant. Donc sinon, c'est une question vraiment de candidature que nous souhaitons pour l'ensemble des Maliens. Mais seulement, je dis bien, le Haut Conseil n'est pas autonome aujourd'hui comme nous le souhaitions. C'est-à-dire que sans la bonne foi, l'accompagnement des bonnes volontés, vraiment le Haut Conseil ne peut pas fonctionner avec les moyens et les conditions. Vous savez, nous avons pensé que puisque les bases cotisent, et bon, on dépendait de tout cela, les bonnes volontés comme je l'ai cité, mais les bonnes volontés, nous avions pensé qu'il fallait les orienter vers les conseils de base qui aussi font face à beaucoup de problèmes. Parce que nos compatriotes qui arrivent ou qui sont établis, qui sont malheureusement dans des situations difficiles, qui ne peuvent plus se soutenir, donc les ambassades et consulats n'ayant pas ni les moyens humains, ni encore le budget par rapport à cela, tous les problèmes qu'on les pose, ils renvoient ça au bureau, en tout cas en place. Et donc, s'ils n'ont pas d'argent, l'image de notre pays peut être ternie à travers donc, ces genres de cas. Alors, donc, c'est pourquoi nous avons mis la priorité à ce que tous ceux qui sont de bonne volonté alimentent les caisses de leur propre conseil. Alors, mais qui sont affiliés à nous, en raison aussi, il faut être honnête, de 300 000 cotisations annuelles. Si vous calculez 300 000 annuels fois le nombre de pays membres, même si c'est payé, avec un fonctionnement que nous estimons le Haut Conseil vers les 120 millions, la contribution de l'État tourne autour de 30 millions. Donc si tout cela réuni ne fait pas la moitié. Donc comme je vous ai dit tantôt, il faut des bonnes foi, les personnes de bonne foi. Donc aujourd'hui, le Haut Conseil ne peut pas fonctionner sans vraiment ces bonnes volontés-là. Donc je pense que c'est la décision de faire ce truc-là, c'est une façon de tester, qui vraiment que la personne sache qu'en venant, nous les autres vont dépendre, vous êtes obligés de tenir la boîte pour qu'elle ne sombre pas. Donc c'est que vous devez être prêts à financer avant que nous nous battons, c'est vrai, pour trouver des moyens, des solutions. Bon, mais je crois que c'est seulement lors de nos différentes... en tout cas conférences ou en tout cas conseils d'administration que nous pouvons régler ce genre de questions, qu'on sache, voilà déjà un problème, qu'on nous dit où est-ce qu'on peut avoir de l'argent, et puis bon, comment il faut faire pour maintenir la boîte. Donc si on a la chance de tomber sur des personnes de bonne foi qui peuvent combler ce vide, pour moi c'est extrêmement important. Donc c'est pourquoi nous avons dit, bon, il faut d'abord... Vous voyez, nous sommes même... On a appelé la conférence, vous savez que c'est coûteux, une conférence. Bon, nous n'avons l'appui de personne. Alors, donc, si personne n'a contribué, bon, comment est-ce qu'on va organiser ça?
Donc il faut que encore la générosité du président. Bon, je pense que si nous poussons assez que nous tombons dans l'autonomie de vraiment de notre gestion et que nous trouvons les moyens, c'est à toute personne de bonne moralité seulement que tu as les moyens que tu n'as pas peut prendre la tête de la chose. Mais aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se cache la vérité. Il faut que vraiment vous ayez la disponibilité parce que le président est obligé de faire ça, se croiser entre là-bas où il est établi et Bamako. C'est à vos frais. Personne ne va vous payer le billet pour cela. Et aussi, vous n'avez aucun salaire, ce que les gens confondent, ce qui est extraordinaire. Les gens pensent que le Haut Conseil est une institution qui génère de l'argent. Quand tu veux être président, c'est comme quelqu'un qui veut aller être à la tête d'une administration ou d'un État parce que les budgets sont à ta disposition. Nous, c'est zéro, c'est toi qui vas sortir. Alors pour gérer, les personnes de mauvaise foi ne veulent jamais sortir ce passage, ce côté-là. Alors la vérité, c'est qu'il n'y a aucun, c'est-à-dire vous n'avez pas de ressources pour faire fonctionner la boîte si ce n'est votre bonne volonté. Mais nous sommes en train de nous battre ensemble. Est-ce qu'on va essayer d'ouvrir des trucs pour que vraiment les gens cotisent et que comment il faut, ou bien si vraiment l'État du Mali par rapport à ce que nous faisons pour ce pays va aussi revoir notre budget à la hausse afin de permettre, n'est-ce pas, le Haut Conseil d'être autonome. Parce que ce que le Haut Conseil fait, l'État devait le savoir. Nous sommes la seule structure légale, légitime, qui est reconnue par les autorités des pays d'accueil, qui font appel à chaque fois qu'il y a une difficulté, à nous plus que même aux ambassades. Le Mali aussi, les autorités de notre pays aussi, à travers les ambassades, ils savent, tout le monde m'écoute à travers votre micro, que tout le monde sait que c'est le Haut Conseil qu'on fait appel. Nous, on n'a pas besoin de faire la polémique sur cette question, parce que vous suivez l'ORTMC, les gens étaient intentionnés de regarder les choses. À chaque fois que notre autorité sort de ce pays, vous voyez l'ambassadeur, le représentant de l'ambassade, l'ambassadeur ou le consulat sont là avec le président du conseil de base qui peut donner les nouvelles fraîches de la situation de nos compatriotes établis dans ces pays visités par, en tout cas, une autorité du pays. Et aussi, il faut être honnête qu'à chaque fois qu'il y a un problème, chez nous, bon, je défie qu'un individu dise que, ou bien une association quelconque dit non. Moi, je suis le point focal entre les autorités d'un pays dans lequel nous résidons et les Maliens, ou bien entre les autorités du pays en question, ou bien que ces personnes-là viennent me dire autour de cette question. Vous savez, madame, c'est souvent facile de critiquer. Je vais vous citer un fait. C'est un fait, il est têtu, il a de ce que les gens n'aiment pas dire, parce que ça ne me concerne pas seul. Lorsqu'en 2013, il y a eu une crise où le président John Kounda a fait appel à toutes les filles et tous les fils du pays pour apporter la contribution afin de sauver notre pays qui était en train de sombrer. Vous avez vu que moi, il m'a saisi, j'étais président, il m'a saisi. J'ai retransmis en tout cas la recommandation, en tout cas la demande à l'ensemble des CBME et je les ai instruits de faire quelque chose. Moi, j'ai lancé les balles, vous vous rappelez. J'ai mis là-dedans ce que j'ai mis. Et tous les pays, en tout cas, ont fait des gestes. 100 millions par-ci, individuellement et collectivement. Une association seulement sort dire, bon, à cette époque-là, nous, moi, en tant qu'association, parallèlement, j'ai amené ça. Ou qu'un individu sort dire, ah, moi, je suis un président de telle ou telle association, le pays avait besoin de moi, j'ai fait ça. En tout cas, là, je me mettrai au garde-à-bout. J'ai dit, mais vraiment, nous sommes... Mais lorsque quelqu'un, d'une façon générale, n'a jamais posé un acte par rapport à cela au moment où le pays a besoin. Si on se mettait à citer mes cas, bon, certains diront encore à travers vous, peut-être que c'est du vantarisme, alors que c'est la réalité. Est-ce que tu vois? Les gens ne veulent jamais dire ça pour encourager. Moi, je pense que vraiment, si les gens sont là pour critiquer les mauvaises actions, moi, j'apprécie. Mais vraiment qu'ils soient sincères aussi, de parler les bons gestes, les bienfaits posés, afin de les encourager, en faire davantage, et encourager d'autres aussi d'en faire plutôt que rentrer dans des polémiques inutiles alors que chacun connaît chacun. Moi, je suis au Gabon en particulier, si vous ne m'avez pas demandé, mais je suis en Afrique centrale depuis les années 70, donc 49 ans, ce n'est pas 40 jours. Donc, je suis ce que je suis. Avant d'être, tout le monde me connaît avant d'être président du Haut Conseil. Et si quelqu'un pouvait me dire que M. Habib, au nom du Haut Conseil, vous avez cherché à profiter tel ou tel avantage, en tout cas, je vais saluer la personne parce que je vais l'inviter à un débat qu'il m'explique.
Est-ce que vous voyez? Mais je suis un opérateur économique qui a fait ses preuves dans le pays auquel je suis établi. Parce que je ne suis pas venu ici le poste-trouiller. C'est pourquoi ça me permet de vivre et aussi je suis en activité là où je suis. Je souhaite amener la même expérience au Mali, mais en respectant vraiment la qualité de ma profession. Alors donc vis-à-vis et de nos autorités, et vis-à-vis vraiment aussi de ma propre personne. Donc vous savez, alors les gens pensent qu'être président, ce n'est pas une profession, ce n'est pas encore moins comment je vais qualifier ça, vous êtes là, vous dépensez votre argent, c'est des associations à but non lucratif, et puis c'est du social qu'on fait, c'est du social. Alors donc, est-ce qu'on doit bagarrer parce qu'on a envie de faire le social? Ou moi, Habib, je dois me faire insulter parce que les compatriotes, d'une façon généralement, ça me marque beaucoup, la confiance que nos compatriotes vraiment ont pour moi. Et puis je me dis, bon, ça n'a pas de prix. Bon, donc, aimant ce pays, étant mal à l'extérieur, j'ai aussi commencé très jeune. Hein. Bon, je vous dis, quand je suis parti, je n'avais pas de poste rempli, mais c'est d'autres compatriotes qui m'ont reçu. Le temps où j'ai mis ma tête et mes doigts quelque part avant d'embrasser une activité qui m'a permis d'être indépendant, une activité en tout cas génératrice de quelque chose, bon, qui m'a permis d'être indépendant. Et puis bon, j'ai encore ça en tête. Alors donc cette entraide que j'encourage nos compatriotes qu'il faut saluer parce que l'image de notre pays dans tous les pays quand même, je crois, est à un bon niveau parce que nos compatriotes se comportent en digne machin. La plupart on les reproche peut-être de ne pas avoir les documents administratifs en règle. Souvent même c'est par rapport même à notre pays qui est lent dans les délivrations de ces documents. Sinon bravo à eux, c'est difficile, mais tout ça ils se battent pour quand même réussir vraiment leur ambition. Donc c'est un peu ça. Voilà. Monsieur Habib, vous avez déjà touché à la partie. Alors pouvez-vous nous faire le point des préparatifs de la 7e conférence? Écoutez, nous avons organisé, quand vous dites 7e conférence, ça veut dire que nous ne sommes pas à la première. Donc nous connaissons un peu déjà comment ça s'organise. C'est vrai que nous souhaitons améliorer. Bon, je crois que j'ai des collaborateurs très avertis sur la question. J'ai fait confiance, qui ont participé aussi à la 6e conférence, en tout cas il y a 5 ans, je crois. Donc c'est à peu près les mêmes. Donc ils connaissent, ils sont en train même d'amender, d'améliorer ce qui n'avait pas marché. Bon, donc pour nous, elle se prépare vraiment conformément à notre statut d'association reconnue d'utilité publique, en souhaitant impliquer les hautes autorités de notre pays pour encourager ces fils dignes qui représentent, qui sont aussi des ambassadeurs à part entière et donc qui vont venir à Bamako. J'espère, et ce que nous préparons, nous souhaitons qu'ils soient bien accueillis, qu'ils puissent se sentir ici et qu'on les encourage lors des retours à en faire encore davantage pour veiller, en tout cas, se soutenir avec nos compatriotes dans chacun de selon en tout cas ces domaines. Et sinon, montrer que vraiment ils sont chez eux. Ils commencent à arriver. Bon, donc ce n'est pas des gens qui habitent au quartier ici. Donc tous, d'ailleurs nous allons innover. Celui qui vient, il va montrer qu'il est malin à l'extérieur, soit établi, soit avec des attaches qui sont irréfutables, parce que nous n'avons pas, sur ça nous ne transigeons pas. Ça concerne le mal à l'extérieur, le mal établi à l'extérieur, soit les gens aussi font une confusion, soit ils ont des attaches, hein, donc qui lient là-bas. Mais vous savez, à un moment donné, madame, nous souhaitons que chaque Malien retourne tôt ou tard au bercail. Et pour retourner après un certain long séjour, ça se prépare. Si quelqu'un fait 50 ans ailleurs ou 40 ans, on ne va pas lui dire de revenir en 6 mois ou en 7 mois. Il prépare son retour. Ça se prépare. Sinon, vous allez retourner, malheureusement, quand il ne faut pas, ou aller là où il ne faut pas aller. Donc, comme nous souhaitons que les anciens reviennent pour libérer encore la place aux jeunes générations, puisque nous sommes un pays comme ça, d'immigration, donc ce genre de cas existe. Hein, tu es marié, tu as tes enfants, tu sont là-bas, tu as ces investissements. Maintenant, le fait de venir se ressourcer au pays pour s'adapter ne doit pas poser problème.
c'est sûr que nous allons régler cette question définitivement. Qui est malien de l'extérieur, qui ne l'est pas? Tout ça, c'est des questions qu'on va aborder cette fois-ci avec clarté, parce que nous savons que moi, j'ai fait 46 ans au Gabon, et peut-être une année et demie, 2 ans en Angola, Congo-Brazzaville, une année, etc. Ça m'a mené à 49 ans. Dieu merci, je suis investi là-bas, je suis établi, j'ai la nationalité, mes enfants y sont, donc je suis plus là-bas qu'ici. Maintenant, je n'ai jamais fait 1 an au Mali, 6 mois au Mali. Bon, vous savez, ces retours-là se préparent. Mais je souhaite être un Malien cette fois-ci tout court, mais je ne pourrai jamais l'être parce que j'ai une moitié de moi de l'autre côté. Et donc, je serai obligé de chevaucher. Et donc, personne ne peut m'enlever ma malienneté, comme on a voulu le faire ici. Vous avez vu, à un moment donné, on a critiqué, je n'étais pas malien. Le fait de trop durer là-bas, de demander d'aide de là-bas, on a dit que je ne suis pas. Mais comme nous avons des lois solides sur la question, personne n'est arrivé à prouver que renoncer à une nationalité, est-ce qu'on peut renoncer à sa nationalité? Bon, donc, mais si c'était le cas, je crois qu'en tout cas, ces pays-là, nous les remercions. Les pays qui nous ont accueillis, sans connaître qui nous sommes, nos parents, mais nous acceptent par rapport à nos valeurs. Donc, moi, je crois à travers ça, rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a permis, en tout cas, d'être considérés comme ça, par, en tout cas, les autorités ou les populations autochtones de ces différents pays qui nous reçoivent. En tout cas, moi, je remercie le mien. Au Gabon, je suis considéré encore plus qu'au Mali. J'aime là-bas, on m'aime beaucoup. Et bon, je pense que je connais mieux là-bas qu'ici. Donc, c'est vous dire que mon retour, 49 ans, ne se prépare pas en une semaine. Mais tant qu'il y a un peu de santé, je ferai des va-et-vient. Mes enfants y sont, mes épouses y sont. Tout le monde connaît les investissements d'Habib Sylla à Libreville quand même. Je remercie Dieu, je suis très fier que j'ai contribué, en tout cas, à embellir la capitale gabonaise, qui m'a tout donné, et les Gabonais sachent que quand même nous sommes là. Et nous sommes aussi venus, pas pour seulement amasser et partir, mais nous faisons de l'intégration. Vraiment, nous intégrons, c'est vraiment la vraie, parce que nous investissons là-bas, puisqu'ils ne nous interdisent pas aussi de notre double casquette de le faire dans nos pays. Donc, c'est à ça lieu, moi, je crois. Ok, M. Habib. Au début, vous l'avez dit, le Covid et ses difficultés vous ont beaucoup secoué au cours de votre mandat. Alors, aujourd'hui, pouvez-vous nous dire quel appel avez-vous à lancer aux autorités pour faciliter le déplacement de nos compatriotes? Non, c'est d'abord saluer nos compatriotes qui ont tous, dans tous les pays où ils vivent, ont vécu cette pandémie, plus même dire qu'au Mali, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de restrictions et dire qu'on a aussi perdu des compatriotes là-dedans. Je crois un peu près d'une 50aine en France, peut-être une personne aux États-Unis, en Italie. Donc là aussi, prions le repos de leur âme, ceux qui sont partis. Bon, il y en a eu qui ont attrapé la pandémie, Dieu merci, ils sont guéris. Donc moi, je pense qu'il faut les saluer. Bon, parce que ça a été dur pour eux. Parce que quand chez nous, nous sommes encore chez nous. Il y a tonton, il y a tantine, il y a frère, il y a cousin. Bon, tu peux aller vers lui, mais là-bas, à l'extérieur, tu vis aux dépens de ta sueur. Donc, tu dois faire face à ceux qui sont en location. Les dépenses sont là. Donc, ceux qui sont avec leur famille. Et la restriction a été de telle que ça jouit même sur toutes les économies, même des pays, mais les plus même puissants, surtout des individus, des particuliers. Donc, ils ont réussi quand même à nous honorer. Il n'y a pas eu trop de problèmes qu'on a entendus par rapport à leur refus ou à leur manquement de faire face à leurs occupations, leurs obligations. Donc, moi, je crois que les autorités du Mali, il faut remercier avec, bon, à l'époque, on promis beaucoup de choses, même si ça n'a pas été fait. En tout cas, nous avons pris acte. S'il y a quelque chose de fait, eh bien, c'est fait. La situation est claire. Bon, et sinon, dire seulement à nos compatriotes qu'on les reconnaît, on les salue. Malgré tout ça, ils sont restés maliens et ils ont fait face à ça. Alors, par rapport au déplacement, chaque pays a ses lois par rapport à la Covid, à sa gestion, je veux dire. Donc, aujourd'hui, la situation commence à s'améliorer. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous avons convoqué la conférence
parce que nous savons aujourd'hui que les compatriotes peuvent faire les déplacements par avion, par voie en tout cas terrestre, en tout cas selon les moyens qui existent. Bon, les conditions qui sont à remplir, tout le monde le sait aujourd'hui, c'est peut-être un peu de contrôler si tu es sain par rapport à la pandémie. Et puis bon, on peut se déplacer aujourd'hui. Donc c'est pourquoi nous avons traîné même pour permettre, on pouvait faire ça par vidéo, comment dirais-je, comme ça se passe. Mais nous avons pensé qu'il fallait peut-être faire un peu de retard, mais bien le faire au su de tout le monde, qu'on voit vraiment comment est-ce que les Maliens vont réagir par rapport à nos différents mandats. Et je crois qu'on a obtenu ça aujourd'hui. Donc nous leur remercions et nous les invitons, ceux qui sont venus déjà, beaucoup même d'ailleurs sont déjà venus, d'autres sont en train de venir. Et puis bon, prier, bon, notre pays, malgré la situation de la transition, aussi fait face quand même à cette pandémie avec les moyens de bord. Donc vraiment, nous saluons tout cela et que chacun continue vraiment d'espérer. D'espérer, c'est comme ça. Ça arrive dans la vie des hommes, la difficulté, mais à chaque fois, grâce à Dieu, on arrive quand même derrière chaque mauvais temps. Bon, il y a toujours le bon qui arrive. Ok, M. Habib, bon nombre de nos compatriotes se plaignent de l'obtention des dossiers administratifs, notamment le cas de Paris, qui a même causé un saccagement du consulat à Paris là-bas. Est-ce qu'il y a un thème à cela? Bon, vous savez, nous n'étions pas très d'accord avec la façon de faire, mais vous savez, quand vous privez quelqu'un de son droit, jusqu'à une certaine limite, donc vous le sortez aussi de son devoir. Alors c'est ce qui s'est passé en France. Bon, ça pouvait se passer ailleurs, hein, parce que nos compatriotes n'ont demandé que leurs droits. Ils sont des citoyens, ils méritent, ils ont envie de respecter les lois, même les recommandations de nos autorités. C'est respecter les pays dans lesquels, les lois des pays dans lesquels vous êtes établis. Ça, nos différentes, en tout cas, personnalités, en tout cas, ne cessent de le dire, respecter. Puisqu'il ne peut nous défendre que si nous respectons les lois des pays qui nous acceptent. Donc si par après, ils n'arrivent pas, eux, à nous donner les moyens pour respecter donc ces lois, alors donc je pense que le tort revient de notre côté. Et en ce moment-là, ça prive les compatriotes de leurs droits. Donc maintenant, quand tu es privé de ton droit, la réaction peut être souvent, malheureusement, c'est un peu, ça appelle à la révolte. Donc je pense que les compatriotes, voyant que d'autres perdaient le job, leur travail, et ils ont à faire face à des différents problèmes, en tout cas par rapport à la vie de leur famille, bon, pour aussi honorer le pays. Bon, donc ils ont agi, mais moi je crois que nous avions donné notre point de vue par rapport à la question, qu'il ne fallait pas, parce que les maigres moyens aussi que nous avons. Bon, lorsqu'on a cassé ça, qu'est-ce qui s'est passé? Pour obtenir un simple visa de Paris, ils étaient obligés d'aller à Lyon. Bon, et puis ça a augmenté un peu la demande parce qu'elle n'était pas vite solutionnée. Donc ça posait énormément de difficultés. Bon, rendons grâce à Dieu, nos autorités ont compris la question. Les compatriotes sont revenus à la raison, s'il peut appeler ça raison. Bon, donc les pourparlers ont été engagés, et avec en tout cas le déplacement de notre ministre et puis les compatriotes là-bas. Donc ils se sont parlé et très rapidement les autorités ont mis tout de suite, se sont engagés à réparer et ça a été réglé. Donc le consulat a été réparé et aujourd'hui donc cette question de distance Lyon-Paris est respectée, mais seulement la question n'est pas encore réglée parce que carte Nina, c'est même gênant d'en parler parce que moi j'ai prononcé ça, je crois, plus d'1 million de fois. Bon, donc, mais aujourd'hui, je dis bien encore que les travaux qu'on a eus avec, en tout cas, les autorités actuelles, qui sont de bonne foi, bon, je crois que, je pensais même qu'aujourd'hui, aller trouver que cette question déjà est réglée. Séparer l'obtention du passeport aux cartes Nina, ou bien trouver quelque chose vraiment pour essayer soit, je ne sais pas, éliminer cette affaire de Nina,
ou bien faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès le plus facilement possible, afin de se mettre en règle. Donc, mais la question, elle demeure. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez? C'est notre pays. Bon, donc, d'autres se sont engagés, d'autres sont obligés. Aujourd'hui, les autorités d'aujourd'hui sont obligées de prendre la relève comme l'État, l'administration étant continue. Même les erreurs des autres, il faut les prendre en compte. Bon, donc, c'est facile souvent de rentrer. Mais la sortie, c'est autre chose. Mais ce que j'ai compris personnellement, c'est que dans cette affaire-là, il y a des contrats, des engagements qu'on a fait qui nous prennent jusqu'à la gorge. Alors je pense que les autorités sont essayées de voir comment sortir de ça pour amener un nouveau système qui permette à chaque Malien en temps réel, et selon là où il se trouve, d'être en possession de documents de notre pays. Et ça, je crois qu'on ne va même pas applaudir pour cela parce que c'est un droit. Alors donc, moi, je pense qu'il faut faire en sorte que pour exiger les autres de faire face à leurs devoirs, il faut aussi vraiment les permettre d'obtenir, de le mettre dans leurs droits. Ok, M. Habib, c'est compris. Alors maintenant, l'émission touche à sa fin. Donc, on va vous tendre le micro pour votre dernier mot. Écoutez, c'est d'abord de vous remercier d'être intéressé vraiment à notre organisation, surtout à un temps aussi important, qui est la veille en tout cas de notre conférence, combien de fois important. Elle ne se déroule qu'une fois tous les 5 ans. Donc vraiment, merci beaucoup de venir s'enquérir de ce que nous sommes en train de faire et nous aider aussi à véhiculer cela à la connaissance de tous ceux qui souhaitent connaître comment ça se passe. Et dire aux Maliens vraiment de l'extérieur que le Haut Conseil, c'est leur affaire, ce n'est pas l'affaire de Habib Sylla. Les hommes passent, le Haut Conseil reste. La preuve, entre 1991 et maintenant, beaucoup ne sont plus là. Beaucoup avaient appartenu, ils ne sont pas là-dedans. D'autres étaient là, mais ils ne sont même plus, ils nous ont dévancés. Donc ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce qui a fait que cela est arrivé aux autres, va nous arriver. Et aujourd'hui, on est en train peut-être de parler de ce qu'ils ont fait. Et demain, on parlera de ce que nous avons fait aussi. Et que tout ce qu'on dit là-dedans, il faut que eux qui savent, qui connaissent comment nous fonctionnons, qu'ils n'écoutent pas les bruits des sirènes. Parce que le Haut Conseil est transparent à travers nos statuts et règlements. Je crois que toute question peut être posée. La preuve, même les petites critiques qui ont surgi, ça et là, étaient faites pour des gens juste pour distraire. Moi, j'appelle ça des plaisantins parce que les textes, ils ont été toujours, comment dirais-je, adoptés, votés, en tout cas soumis, soit à pendant les conférences extraordinaires, et puis les séances, on discute de tout ça. Alors, donc, si de 2019, la dernière rencontre qu'on a eue par rapport au toilettage de nos textes, il n'y a pas eu de bruit autour d'un passage d'un quelconque article, bon, pourquoi si on attend à la dernière minute, comme si c'est Habib Sylla qui prend les décisions, et comme si aussi la cotisation, moi, mon argent, je le ramasse, comme si j'étais candidat, je ramasse 10 millions, ou bien comme si j'avais un, comment vous appelez ça, un quelconque, comment dirais-je, budget à gérer, ou bien un avantage. Mais je vous dis que c'est quand on aime, on souffre. Voilà, quand on aime quelque chose, on souffre. Mais nous aimons ce pays, nous aimons nos compatriotes, nous reconnaissons la difficulté qui est la leur. Si un temps soit peu vraiment de mon temps, ou mes modestes moyens me permettent vraiment de soutenir le Malien dans leur organisation, qui les permettent de parler d'une seule voix, afin d'obtenir ce qui leur revient de droit, pour moi c'est une fierté. Parce que, bon, on fait de l'aumône parce qu'on se dit que de l'autre côté, on va trouver ça à l'au-delà. Bon, là aussi, c'est ça, quelque part, tout ce que l'homme pose comme acte, il a un intérêt. Celui à qui aussi, ce qui on a posé l'acte a aussi un intérêt. Donc, souvent, la mauvaise foi, une des parties dit que moi, je n'ai pas mon intérêt, alors que ce n'est pas vrai. Si toi, tu as donné, celui qui reçoit est content, mais toi, tu as donné pour une raison. Voilà, soit pour qu'on te glorifie, soit pour retrouver là-bas. Moi, je donne parce que je sais que quelque part, j'ai un avantage. Soit tout ce que j'ai posé par l'acte, par Dieu, par patriotisme, je sais que j'ai une récompense. Alors, mais comme c'est des choses difficiles à faire, tous ceux qui ne savent pas le faire vont mettre dans un contexte d'intérêt individuel. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas d'intérêt parce qu'au moins je satisfais c'est-à-dire cet amour à moi pour mon pays et pour les compatriotes.
Donc vraiment, il n'y a pas de limite à qui que ce soit, sauf celui qui ne voulait pas se présenter. Mais celui qui, déjà, j'ai dit encore, ne peut pas sacrifier 10 millions pour être candidat, afin de permettre, dès qu'il prend déjà possession, de fonctionner, la boîte va fermer. Et moi qui vous parle, mon pays, en tout cas, a appelé à ma candidature. D'autres pays encore ont fait la même chose. Mais j'ai dit que je suis en train d'observer. Le berger de Grenouille connaît celle qui a mal à la patte. Donc je connais un peu mon milieu. Wallah, ici quelqu'un que je vois qui est prêt à prendre la boîte, veut prendre, je suis là, je vais l'appuyer. Mais le droit me donne, notre texte me permet de me présenter. Et s'il n'y a pas quelqu'un, c'est pour venir fermer la boîte, faute de candidats ou machin, vous savez très bien, on ne laissera pas quand même le Haut Conseil, avec tout ce qu'on a demandé à l'État qui a consenti, avec tout l'espoir qui commence à naître vis-à-vis de cette structure. On ne va pas laisser ça fermer. Donc vraiment qu'on n'écoute pas les bruits des sirènes. Donc tout est clair. Et quand ils vont arriver même jusqu'à la date du machin, si nous sommes tous réunis, on est capable, même à la dernière minute, si on peut, les trucs nous donnent le droit, on peut chercher d'autres amendements, d'autres modifications pour permettre, mais de grâce de ne pas écouter ceux qui ne sont pas intéressés. Vous savez, le Mali, je termine par là, c'est 20 millions d'habitants. Lorsqu'on nous appelle à voter au présidentiel, moi j'ai vu que souvent c'est 8 millions qui sont inscrits sur la liste. Mais les votants, on tombe à 1 700 000 pour élire le président de la République. Ça veut dire que quelque part il y a un problème. Alors d'autres, maintenant, quand c'est élu, il faut se mettre à critiquer. Mais puisque c'est comme ça, et que chacun essaye d'ouvrir le jeu ou bien de jouer son rôle. C'est extrêmement important. Sinon, chaque président a envie d'être élu par les 19 millions maliens. C'est ça, c'est sa légitimité. Et nous aussi, c'est comme cela. Nous, c'est le vote. Ce Haut Conseil est lié à peu près comme nos institutions. 5 ans ne peut être président d'une base que celui qui est élu. Suffrage universel. Ou peut-être ou sinon, un consensus. Tous les Maliens se réunissent dans ce pays-là, ce n'est pas le président Silla ou machin, c'est qui se réunissent, disent non, on n'a même pas fait des élections, nous s'accordons sur X. Et puis X est président, c'est permis dans nos textes. C'est tout, personne ne s'autoproclame. Donc le président aussi du Haut Conseil, les 77 pays vont être certainement tous représentés par leur président, nous souhaitons, ou en tout cas des délégués dignement mandatés, qui vont faire le choix. Tu peux mentir à une personne, 2 personnes, mais puisque c'est des élections, donc on verra les candidats qui vont postuler, s'ils sont élus, ou si c'est tout le monde qui va dire « moi je ne vote personne », et on verra s'il y aura un président, il n'y en aura pas. Donc vraiment, moi je les encourage, je les remercie, parce que vraiment beaucoup se signalent, et beaucoup même ont appelé à ma candidature. Je les remercie aussi, parce que certainement ils vont lire ou écouter notre message. Je les remercie, mais nous sommes en train d'observer, voir, et puis pour permettre, ce que nous souhaitons en tout cas, la permanence qui m'accompagne moi-même. Et je sais aussi tous les membres, en tout cas, du Haut Conseil bien représentés, enfin affiliés, je veux dire, que vraiment, que tout soit fait dans la transparence la plus absolue. Et si c'est Habib Silla qui est à la tête, croyez-vous, on confond l'homme. Sinon, je ne suis pas un tricheur, je n'ai pas été éduqué là-dedans. Et je n'aime pas tricher, surtout quand il s'agit de ce pays et de ses compatriotes. Comme je vous dis, je connais leur souffrance. Je ne vais pas les imposer une tricherie ici, même j'étais capable. Surtout, tout est permis pour que tout soit clair. Et puis vraiment, en vous disant merci. Et puis surtout, en vous demandant de nous accompagner, en tout cas pour encore plus de... Vous savez, j'admire en tout cas votre organe. Parce que moi, je sais que votre président a reçu une information. Je salue ce professionnalisme. Parce que c'est les journalistes aussi, la déontologie les oblige à être objectifs. C'est ça la question. Et je souhaite que si tout le monde est comme ça, c'est une bonne chose. Et je me rappelle, il est venu vers nous pour dire, j'ai appris cette information. Qu'en dites-vous? Voilà le professionnalisme, voilà la déontologie. Mais c'est comme on écoute une personne, on condamne. Alors, est-ce qu'on peut condamner sans écouter les deux parties? Donc ça, c'est important. Voilà pourquoi nous sommes très heureux que vous soyez venus, parce que votre patron a entendu cela, il est venu vers nous, il n'a pris ni notre part,
ni la part de l'information qu'il a reçue, mais après qu'il a eu les deux lui-même, comme un bon OPJ, ou bien un bon juge, il a dit ce qu'il pensait. Et j'ai vu votre journal, c'est limpide et c'est objectif. Donc je vous dis merci par rapport à vraiment à ce professionnalisme que vous mettez en pratique, et souhaiter vraiment de travailler avec vous et souhaiter que vous continuiez d'informer les Maliens dans la même clarté. Et puis bon, souhaiter qu'il y ait beaucoup comme vous, c'est-à-dire qui défendent les intérêts de toutes les parties. Voilà, sinon, en tout cas, une fois de plus, merci. Nous vous demandons de nous accompagner pendant la conférence et vous allez juger à la fin de la conférence. Et si tout a été bien fait, Inch'Allah, c'est ce que nous souhaitons. Ok, merci beaucoup, M. Habib. Chers abonnés de Malikouna Foni TV, aujourd'hui nous étions avec M. Habib Silla, le président du Conseil des Maliens de l'extérieur, pour son intervention. Merci bien.